C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au verdict rendu le 8 juin 2018 par la chambre d'appel de la CPI dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est donc désormais un homme libre et pourrait se rendre très prochainement dans son pays, la RDC. Mais quel rôle peut-il et va-t-il jouer, notamment en ce qui concerne les rendez-vous électoraux qui attendent son pays, la RDC? On en parle après ce sujet signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Acquitté après 10 ans d'incarcération pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba incarnerait-il le candidat unique idéal dont rêvent bon nombre d'acteurs de l'opposition congolaise? Un pari jamais gagné d'avance. Katumbi, les candidats de Ensemble, Félix Tshisekedi de l'UDPS, Vital Kamerhe de l'UNC, ajoutés les outsiders Jean-Pierre Bemba, sont donc les grands noms autour desquels le consensus doit se dégager. Dans un mode de scrutin à un seul tour, d'aucuns doutent de cette éventualité. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, la pluralité des candidatures, pour moi, ne peut pas être considérée comme une cause d'échec de l'opposition. Je m'insurge contre cela. Je pense que la population, les Congolais, ils vont voter un candidat auquel ils se seront identifiés, un candidat qui aura présenté un programme qui leur assure qu'ils vont considérer qu'il va apporter quelque chose dans les quotidiens, dans leur quotidien. C'est celui-là que les Congolais vont voter. Battu en 2006 face à Joseph Kabila, l'actuel président de la République, Jean-Pierre Bemba n'est pas forcément considéré comme un facteur perturbateur des stratégies électorales mises en place au sein de la majorité présidentielle, thèse soutenue par l'ensemble des membres de la famille politique du chef de l'État. Vous savez que Jean-Pierre Bemba Gombo a déjà compéti avec la majorité présidentielle en 2006. Il était candidat ici. Jean-Pierre Bemba Gombo a mordi la poussière. Il a échoué. Il a échoué. Et voilà, si la loi électorale dit qu'il est éligible, on va l'affronter démocratiquement. Et nous allons prouver à la face du monde quelle est la puissance électorale de ce qu'on appelle majorité présidentielle à la République démocratique du Congo. Acquitté depuis le vendredi 8 juin et libéré le mardi 12 juin, Jean-Pierre Bemba est attendu à Kinshasa au mois de juillet. Son parti a donc annoncé un congrès extraordinaire qui, selon ses proches, sera présidé par le chairman, lui qui a toujours gardé la main mise sur son parti, bien qu'en distance. Quant à une éventuelle poursuite judiciaire contre les sénateurs au pays, il n'en existe pas. En tout cas, s'il faut s'en tenir aux propos du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui a déclaré que Jean-Pierre Bemba peut rentrer au pays quand il le veut. Madame la ministre, vous teniez à ce que nous on insiste sur le cas des victimes, parce que c'est très important pour vous. Vous pensez que le verdict n'a pas fait de place aux victimes et que les débats télévisés après le verdict non plus ne font pas assez de place aux victimes. Mais je considérais qu'on pouvait en parler dans les trois parties de mon émission à chaque fois. Voilà pourquoi je tiens au début de cette partie encore à revenir sur la question des victimes, parce que c'est l'essentiel aussi pour nous, hommes des médias, c'est d'attirer l'attention sur la souffrance, les souffrances des victimes. Quelle démarche envisagez-vous maintenant pour les victimes centrafricaines? Mais je pense que pour revenir un peu au débat que nous venons d'avoir, c'est très important de ne pas mettre en doute les victimes. C'est très important de laisser entendre que les victimes, en fait, ils sont deux et que ce n'est pas les 5229, je dis bien. La Cour pénale internationale a investigué pour arrêter une liste de 5229 victimes. Ce chiffre, je ne voudrais pas du tout qu'on puisse remettre ça en question. Et parmi ces victimes, il y a des martyrs, des vrais martyrs, c'est-à-dire qui ne sont plus de ce monde.
internationale, je ne voudrais pas non plus qu'on revienne dessus. Maintenant, les blessés, je vous ai dit tout à l'heure que ces blessés-là, ces blessés de guerre, c'était une vraie guerre, n'ont rien demandé. C'est des citoyens lambda. On ne peut pas considérer, même en France, qu'il y a une grande démocratie, qu'il y a 5229 acteurs politiques. Donc l'élite politique est souvent réduite. Donc c'est seulement des citoyens lambda, la majorité de ces personnes sont des citoyens lambda. Donc à ce moment-là, on m'a seulement fait appel et puis je suis venu, d'accord, mais on vous a fait appel pour venir, mais pourquoi? Pourquoi faire? Ça aussi, c'est important. Et c'est en cela que la culpabilité retenue dans un premier temps par la Cour pénale internationale est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région Afrique centrale et aussi sur le continent général, il y a cette tentative. On m'a appelé je viens là, on m'a appelé là, je viens là. Madame, est-ce que oui, on ne peut pas constater aussi les insuffisances, et tout à l'heure on reviendra sur le technicien du droit qui est avec nous, les insuffisances du dossier présenté par Fatou Bensouda. D'abord, elle n'a jamais voulu écouter Ange Félix Matassé, alors président, jusqu'à sa mort. On n'a véritablement pas écouté de vrais décideurs, ceux qui contrôlaient, ceux qui avaient l'appareil de l'État. Comment peut-on, dans une procédure aussi importante et complexe, occulter les aspects essentiels? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelque part, ces 5229 victimes sont aussi victimes des insuffisances de Fatou Bensouda, la procureure. Je dirais effectivement que là, vous avez touché le point. Aujourd'hui, effectivement, les victimes doivent être remontées contre justement la façon dont l'affaire a été menée. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante et que peu de gens peut-être intègrent. C'est que le jugement, ce n'est pas seulement l'énoncé de la vérité judiciaire. Voilà, je dis tel est coupable, tel est innocent. Et c'est que ce qui est bien dans le système anglo-saxon, c'est que le jugement, il y a deux parties. La partie qui est visible et la partie non visible. La partie visible, c'est ce que les juges disent, la façon dont ils ont examiné les faits. Mais la partie invisible, c'est est-ce que notre décision est perçue comme étant réellement la manifestation de la vérité? Donc, si vous prenez une décision, même si elle est très bien articulée en droit, mais que l'opinion est frustrée par votre décision, parce qu'on ne comprend pas, alors là, il y a un problème, c'est-à-dire que les gens n'ont pas... Il n'y a pas justice. Alors, donc, sur cette question-là, Bensouda, normalement, devrait répondre oui, elle dit aussitôt après le verdict... du choix politique qui a été fait. Dit aussitôt après le verdict rendu ce 8 juin, la décision que vient de prendre la Chambre d'appel de la CPI nous compliquera la tâche à l'avenir parce qu'il sera difficile désormais de poursuivre des auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, parce qu'on n'aura pas la possibilité d'apporter les détails que veulent les juges de la Chambre d'appel. Le vrai problème des chambres, des bureaux de procureurs dans ces juridictions, c'est la politisation. C'est la politisation. C'était la même chose dans le cas du Rwanda. C'est la même chose, effectivement, aujourd'hui dans l'affaire centrafricaine. Quelle est cette politisation? Bensouda et Chile Osuji étaient au bureau du procureur lorsqu'ils ont décidé de ne poursuivre que des Hutus et pas des Tutsis. D'accord. Mais maintenant, ici, ce qui est quand même assez frappant, ce qui a été choquant, c'est de voir effectivement qu'un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, qui n'était pas centrafricain, qui n'était pas chef des opérations, qui était très loin, se retrouve déféré, alors que ceux qui ont conduit la guerre pour laquelle il a éventuellement été complice sont libres. Ayant fait ce choix, Mme Bensouda a exposé la vérité judiciaire à un discrédit. Et c'est ce qui rejaillit aujourd'hui sur les victimes centrafricaines, mais très rapidement... Et très rapidement, il va falloir qu'elle démissionne, qu'elle dépose sa démission. Vous allez avant même de parler de sa démission, Maître Reti, spéculons un peu. Une question d'honneur. Attendez, une question d'honneur. Je viendrai à vous tout à l'heure, puisque on reviendra sur le rôle politique de Jean-Pierre Bemba en RDC, mais très rapidement avant. Aujourd'hui, les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ces deux Ivoiriens qui sont eux aussi incarcérés depuis plus de 7 ans à la CPI, disent
Si on suit le raisonnement de la Chambre d'appel de la CPI, on accuse Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo d'avoir, à travers des escadrons de la mort et des militaires, tué des milliers d'Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a jamais tué personne directement, clame-t-il, de même que Charles Blé Goudé. Ça veut dire quoi? Il sera également difficile d'établir la responsabilité directe, donc on va s'attendre logiquement à ce que d'ici quelques mois ou même quelques semaines, on libère tout simplement Laurent Gbagbo. L'élément technique qui intervient là, oui. L'élément technique, c'est qu'il faut déjà que la personne ait su. Et il faut établir que la personne a su. Et une fois qu'on a établi que les crimes étaient en train d'être commis. Et une fois que c'est établi que la personne a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut savoir maintenant, est-ce qu'il a pris des mesures nécessaires pour arrêter la commission des crimes, ça l'exonérerait, ou alors est-ce qu'il a puni les auteurs de crimes une fois qu'il était au courant? C'est ce qu'on demande au chef hiérarchique, c'est ce qu'on demande. Or, ici, ce que la Cour relève, c'est qu'il y avait une telle distance que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas forcément être au courant de ce qui se passe à Bangui alors qu'il est à Kinshasa. Néanmoins, lorsque vous avez vos troupes que vous avez mises à disposition d'autres personnes, bon, ces personnes ont la responsabilité hiérarchique des faits qui sont commis par ces troupes. Alors, si je force un peu ma question, il n'y a pas une quelconque similitude entre le cas Bemba et le cas Gbagbo? Dans tous les cas, il faut vraiment examiner d'abord les éléments des faits. Et là, les juges ont encore dit, il y a des faits qui ont été examinés en première instance. Lorsque vous avez les faits, les éléments factuels, c'est-à-dire les témoins qui ont défilé, ou alors les éléments de preuve qui ont été déposés contradictoirement devant le juge, alors à partir de ce moment-là, le juge s'est fait une opinion. Donc on ne peut pas dire comme ça d'emblée qu'une situation ressemble à une autre. D'accord. Mais une fois que cela est fait, la question est encore d'établir que la personne était au courant. Était au courant et n'a rien fait pour l'arrêter. Le technicien parlant revient à Jean-Pierre Bemba, à la RDC. Va-t-il se rendre très prochainement en RDC, ou plus exactement, vous êtes à la veille des rendez-vous électoraux. La présidentielle, les provinciales sont prévues, les législatives sont prévues dans moins de 6 mois. Jean-Pierre Bemba sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? Mais avant cela, s'il vous plaît, je m'insurge sur ce qu'elle a dit, que Jean-Pierre Bemba, dans cette affaire, était martyr. Non, je l'ai relevé. Il y avait de l'exagération et de l'excès. Jean-Pierre Bemba, on ne peut pas dire qu'il était martyr. Je voudrais dire quelque chose. Mais allez-y très rapide. Pour dire qu'en Centrafrique, quand on a fait appel aux troupes de Jean-Pierre Bemba, il n'y avait qu'une seule armée. Et les autres armées sont poursuivies. Les autres, voilà. Peu importe. Voilà. Le verdict est rendu. La Chambre d'appel a rendu sa décision. Elle est inattaquable. C'est terminé. Il n'y a plus de voie de recours. Jean-Pierre Bemba est libre. Oui, sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle dans votre pays? Alors là, on lui laisse s'exprimer. Mais le problème qui est là, c'est qu'il y aura une descente, il descendra, parce qu'il y aura le congrès du MNC. À partir de là, disons, la décision sortira de là. Il est libre maintenant. Il va alors se prononcer. Mais nous attendons d'abord que tout s'harmonise. Nous ne pouvons pas aller dans la précipitation pour dire ce que lui ne nous a pas permis de dire. Madame la ministre, je vous laisse dire votre dernier mot, notamment en ce qui concerne les victimes ici, puisque dans la troisième partie, on va parler de ce que pensent les Congolais. On proposera, un autre Congolais va nous rejoindre, les Congolais pourront en débattre. Votre dernier mot, à la fois en tant qu'ancienne ministre de la Réconciliation nationale, présidente de l'Académie et de la paix, en tant que femme et en tant que mère. Je pense qu'on doit faire attention aux victimes, y compris également le mouvement de libération du Congo. Parce que Jean-Pierre Bemba est issu d'un pays qui a plus d'1 millier de kilomètres de frontières fluviales avec la République centrafricaine. Ce n'est pas rien. Et c'est la première fois dans l'histoire des deux peuples qu'il y a un événement aussi tragique. J'entends bien, nous ne sommes pas là pour demander que justice soit substituée à la vengeance. Ce n'est pas ça la question. Il a aussi fait l'incarcération. Je pense qu'on peut considérer que la Cour pénale
à laquelle participe également la République centrafricaine comme pays qui est signataire du statut de Rome, puisse s'en tenir à ça du point de vue du strict droit. Mais du point de vue politique, Madame vient d'expliquer qu'il va avoir un congrès, il va retrouver pleine capacité politique, il va rentrer dans son pays. Et de l'autre côté, il y a des frustrations du point de vue des victimes qui restent. Je ne voudrais pas, en tant qu'ancienne ministre de la Réconciliation et africaine, centrafricaine, et fille de l'Afrique centrale, qui a beaucoup de liens avec la République démocratique du Congo, que cette question reste comme ça. Ça mérite, je pense, c'est une invitation, qu'on y réfléchisse très bien et que des initiatives soient prises demain pour les victimes. C'est la seule façon d'apaiser les choses, de manière aussi à ce que des engagements puissent être pris, lesquels, de ne pas interférer dans les affaires des uns et des autres, sans bien réfléchir à deux fois, hein, pour créer des isanies entre les peuples. Parce que le pouvoir, c'est une chose, la fraternité, c'est une autre. Il faut réfléchir à ça. Et si demain il revenait au pouvoir, ben, il ne faudrait pas qu'ils pensent que j'ai été en prison à cause des Centrafricains et que ces Centrafricains, ils n'ont jamais payé, etc. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc, prenons la mesure de ce qui s'est passé, réfléchissons-y et aplanissons les choses. Merci. Parce que nous, en Afrique centrale, on aime bien relancer toujours les matchs quand il n'y a plus match. Mais j'ajouterais à cela que si j'ai un conseil à donner à Jean-Pierre Bemba, si j'ai un conseil à lui donner, ce serait éventuellement de penser aux victimes, d'y aller en tant que personne acquittée, d'aller, d'expliquer aux victimes ou de parler avec les victimes pour pouvoir apaiser un peu leur souffrance. Merci. Je pense que ce serait beaucoup plus utile pour lui que de commencer déjà par se lancer dans l'arène politique. Antoinette Montaigne, vous avez été ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale. Vous êtes la présidente de l'Académie de la paix. Vous avez été également porte-parole de la présidence de la République. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. On pense aux victimes centrafricaines. Un jour, justice leur sera rendue. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.